Les personnes avec qui on travaille, souvent ils me demandent mais ça veut dire quoi décliner? Ça peut être juste garder la même tagline, mais on va avoir une quinzaine de designs différents, de publicités différentes, ou ça va être changer un emoji sur une publicité. Donc, on est de retour sur le podcast Commercialité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans notre groupe d'entreprise, Antonia Rakoto, qui est la directrice de création chez le groupe J7, qui va parler avec nous de l'importance, ou peut-être même de la question à savoir si on doit avoir ou si on ne doit pas avoir un studio créatif à l'interne avec notre agence. Ça va être intéressant d'en parler. Avant toute chose, Antonia, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Toujours contente de venir sur ce podcast et de parler de mon service préféré. Ton service préféré qui nous aide tellement et je vais déjà commencer en le disant, je crois qu'en 2024, si vous faites de la prestation de service, si vous faites du marketing numérique, si vous aidez essentiellement des clients avec leur campagne, que ce soit sur Meta, que ce soit sur d'autres canaux publicitaires et que vous n'avez pas un studio créatif, ça va être compliqué. Ça pouvait peut-être fonctionner il y a quelques années de ça, mais maintenant, Antonia, on s'en rend compte, si on peut pas créer à l'interne, on sait pas comment qu'on va être capable d'itérer sur les comptes, là. Ah mais vraiment, et puis quand je vois le moment où j'ai rejoint J7 il y a plusieurs années et aujourd'hui, notre équipe n'a fait que de grandir. Donc c'est qu'il y a un besoin, c'est l'offre et la demande, donc je sais qu'on est indispensable aujourd'hui. Effectivement, puis je pense que c'est essentiel, d'ailleurs pour être capable vraiment de faire de la publicité Facebook en 2024. Les plateformes deviennent plus simples, mais également sur les plateformes comme Google. Ça devient plus simple et si ça devient plus simple, gérer le média, on doit d'un autre côté être certain d'être capable de créer un maximum de contenu. Donc, si on veut une agence de création, si on veut bâtir plutôt un service créatif à l'interne, comment qu'on bâtit ça? D'où est-ce qu'on commence, Antonia? On commence déjà par voir quels sont les besoins véritablement, qu'est-ce qui va apporter une plus-value aux publicités? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de templates qui sont disponibles pour qu'on puisse faire de la publicité facilement, mais avoir une équipe créative à l'interne, c'est vraiment aller plus loin que ça. C'est proposer des concepts qui sont plus forts, qui sont bâtis sur de la data. C'est vraiment ça la force, je pense, d'avoir une équipe créative à l'interne. Et donc, avoir des bons designers, des bons motion designers, des bons concepteurs rédacteurs, c'est bien, mais avoir la possibilité de leur donner, la data nécessaire pour travailler vraiment correctement sur du Facebook Ads, là, c'est autre chose. Et je pense qu'on a travaillé beaucoup là-dessus dans les derniers mois, dans les dernières années, hein. S'assurer qu'on soit capable de bâtir une cohésion, une communication simple et efficace entre le département de création puis le département média. Vraiment, et puis, il y a eu un petit bijou qui est sorti très, très, très récemment, qui sont les rapports créatifs automatisés. Je sais pas à quel point tu en as parlé dernièrement, mais ça, c'est vraiment un bijou Un peu. que l'équipe créative, sincèrement, ils attendaient. Ils attendaient ce moment, ce rapport créatif où, on peut lire la data en tant que designer, motion designer, concepteur, rédacteur, sans avoir la pression de la plateforme Ads Manager. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que les gens ne se rendent pas compte pour un créatif que devoir naviguer dans un Ads Manager, c'est pas c'est c'est pas vraiment ça. C'est pas Ouais. vraiment ce qu'ils préfèrent, c'est pas les chiffres qui les intéressent, mais avoir un endroit qui répertorie leurs créatifs directement dans le bon ordre avec des KPIs très, très simples à suivre. Je pense que c'est vraiment un gros cadeau qui leur, a été fait, et puis on les a préparés à tout ça au fur et à mesure. On leur donnait énormément de feedback. Il y a eu un gros renforcement de l'équipe stratégique et créative au niveau de la Mmh. relation pour pouvoir justement leur dire: Ça fonctionne mieux, ça fonctionne moins bien». Puis directeur artistique, directeur de la création, pour leur dire, «OK, ça c'est une métrique qu'on a pu vérifier, parce que ça fonctionne bien, donc au niveau design, tu vas aller vers ça. Au niveau rédaction, tu vas aller vers ça». Et toutes ces directives-là, elles n'ont jamais été données au hasard, et je pense que c'est en ça Mmh. que c'est important d'avoir l'équipe créative en interne dans une agence de publicité. Ouais, je pense que c'est essentiel. Et bon, c'est intéressant. On commence avec la data en premier. Par la suite, une question qu'on va pouvoir se poser très souvent. On revient toujours à ce fameux combat entre la quantité et la qualité. Donc, essentiellement, oui, on a besoin de qualité, mais paradoxalement, la qualité va souvent se trouver avec la quantité de contenu qu'on va créer préalablement. Comment tu navigues avec ton équipe à travers tout ça? Je pense que là, on a vraiment navigué aussi avec l'évolution de l'entreprise. J7, quand j'y suis rentrée, on était beaucoup plus des producteurs. Aujourd'hui, je pense qu'on est des producteurs et des concepteurs. On a vraiment su allier ces 2 volumes-là. Donc ce qui va être important, c'est de proposer justement des concepts forts sur lesquels on va prendre plus de temps, que ce soit en termes de réflexion, d'approche, avec la data, de mise en forme de manière globale, et le côté où on va décliner.
on va vraiment partir de ce qu'on a poussé fort, qui nous a donné des résultats et puis après on va décliner, décliner et les personnes avec qui on travaille, que ce soit dans la G7 Academy ou autre, souvent ils me demandent: «Mais ça veut dire quoi décliner?» Décliner, il y a plein de degrés de déclinaison. Ça peut être juste garder la même tagline, mais on va avoir une dizaine, une quinzaine de designs différents, de publicités différentes, ou ça va être changer un emoji sur une publicité. Donc ça, c'est un rapport que les gens ont un petit peu du mal à comprendre au début sur ce que veut dire pour nous, déclinaison, parce qu'on parle quand même de gros volumes. Généralement, quand on lance une tâche et qu'on sait que ça a bien fonctionné, on va demander 5 à 10 déclinaisons. Puis là, on peut se dire: «Waouh, ça fait un petit peu peur». Mais on sait vers où on s'aligne. Donc des fois, ça va être très poussé, des fois, ça va être très light, mais tout ça, ça va partir d'un concept fort qui a été poussé en amont. Mmh. Et bon, je reviens à un point que tu as mentionné plus tôt, la compréhension des datas d'une certaine manière, avec des rapports, avec des informations qui nous sont transmises. Quand au final, cette information-là est transmise à l'équipe de création et qu'ils doivent sortir des nouveaux contenus, sortir des nouvelles publicités, au final, qui est responsable des résultats? Est-ce que l'équipe de création a une certaine responsabilité si une publicité fonctionne ou si une publicité fonctionne pas? Est-ce que de l'autre côté, l'entièreté de la responsabilité revient à l'équipe de placement média? Comment on navigue à travers tout ça, Antonia? Je pense que vraiment la responsabilité, vu que nous, on leur donne des outils pour pouvoir mieux travailler, mais ce n'est pas leur métier en tant que tel d'avoir cette responsabilité au niveau du résultat ou au niveau du client. Ils sont responsables de donner un travail de qualité qui a été pensé et qui sont la raison pour laquelle ils ont chacun leur poste, qui sont beaucoup de technicité et de design. Mais au niveau de la lecture profonde et des directives, ça va être vraiment le directeur artistique, l'équipe média et moi-même, donc la directrice de la création, qui vont être garants justement de ces KPIs-là parce que eux ils l'ont exécuté en termes de design et de publicité, Ouais. mais nous, on les a guidés pour qu'ils aillent vraiment vers le bon chemin. Donc s'ils ont créé quelque chose où on sait pertinemment que ça va pas fonctionner, c'est à nous de prendre cette responsabilité-là. Mmh. Donc, quand on parle de nous ici, on parle vraiment du gestionnaire de création, directeur artistique ici, là. Exactement. Et puis il y a la part de forcément, stratégique, mais parce que justement si la communication n'est pas bien établie entre design et stratégie, c'est là où il y a une grosse cassure, je pense. Et c'est là qu'on voit la différence quand, on voit des entreprises qui externalisent tout, où ils doivent chercher une information à gauche et à droite. On voit qu'il y a une forme de cassure parce que on peut pas challenger aussi bien. Ici, si par exemple un design est sorti et qu'il y a un membre de l'équipe stratégique qui voit que: «Ah mais, j'ai vu ça, les KPI ils sont tombés la semaine passée, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, est-ce qu'on peut corriger cette, information-là?» Nous, on va y aller directement et on va la valider. On sait aussi qu'ils ont leur expertise à ce niveau-là. Donc, en ça, Mmh. on est responsable. Intéressant. Et bon, j'imagine qu'on est capable de donner l'information à notre équipe de création pour qu'ils puissent construire des nouveaux contenus au départ. Mais par la suite, on le sait, les campagnes en ligne, le marketing en ligne, c'est un travail itératif continu qui n'arrête jamais. Comment on s'y prend au quotidien par la suite pour s'assurer qu'il y a une rigueur dans la suite des résultats, s'assurer qu'on est capable de faire un bon suivi sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas, et par la suite, d'ajuster nos stratégies, d'ajuster nos itérations sur l'information qu'on voit en temps réel. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer que le suivi soit bien fait semaine après semaine? Stocker l'information. Je sais pas combien de fois j'ai dû le dire dans plusieurs podcasts différents avec différentes thématiques, mais ce qui fait notre force, c'est qu'on stocke l'information et on fait en sorte d'y avoir accès très facilement. Donc que ce soit justement ces rapports automatisés ou ces éléments graphiques ou ces éléments conceptuels, peu importe quels sont les éléments, on les stocke dans un seul et même endroit pour y avoir accès facilement. Et peu importe qui va travailler dessus, le degré d'information sera le même. Donc on a ce côté où il n'y a pas de cassure. Et je pense que c'est vraiment Mhm. là, le plus important. Et c'est tellement un truc que les gens sous-estiment des fois. On pense que simplement bâtir une bonne équipe de création, c'est de, de donner du temps à nos équipes, de s'assurer qu'ils soient capables de faire le travail. Mais si on leur donne pas les bons outils, si on leur dit pas facilement où aller trouver l'information, c'est souvent là qu'il peut avoir un des plus gros enjeux parce que on le voit également, Antonia, avec que ça a été chez J7 ou sur d'autres agences de la J7 Academy, ce dialogue de sourds qui s'installe souvent entre une équipe média et une équipe de création peut être réglé si on est capable de comprendre un peu ce que les deux parties veulent. C'est-à-dire que le parti média veut que l'équipe de création comprenne plus rapidement ce qui fonctionne. Et l'équipe de création n'attend que du feedback, mais du feedback qui, corrige-moi si je me trompe, est plus facile à digérer ici, là. 100. En fait, c'est vraiment l'importance de parler le même langage. Donc, comme
Une personne en stratégie va utiliser dans son brief le mot hook, le mot tagline. Tout ça, c'est des mots qui interpellent directement l'équipe créative parce qu'ils savent exactement de quoi on parle. Et ben, aujourd'hui, quand on va dire un ROAS ou un CTR à l'équipe créative, ils savent de quoi on parle. Et c'est là où c'est important. Donc, c'est peut-être les métriques les plus basiques, mais ça n'empêche qu'il y a une communication fluide parce que les deux parties se comprennent très bien. Exactement. Et bon, peut-être juste pour terminer un petit peu là-dessus, Antonia, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Comme tu disais au début, peut-être quand tu es arrivé il y a quelques années de ça, chez G7, on était davantage dans un contexte de production. On a bifurqué un petit peu les équipes pour engager davantage des gens qui sont orientés autour de la conception maintenant. Est-ce que tu dirais que c'est une tendance qui risque de se continuer à l'intérieur de notre organisation dans les prochaines années, ou est-ce qu'on va se focusser davantage sur l'idéation, la conception et la production va toujours rester quelque chose d'important, certes, parce qu'on doit créer beaucoup de contenu, mais à la base, on veut davantage peut-être trouver une manière de faire de la bonne conception. 100%. On va vraiment s'orienter sur une conception beaucoup plus forte et je pense que c'est en ça aussi qu'on s'est différencié depuis plus d'un an maintenant. C'est que quand on propose quelque chose d'avant-gardiste ou de peu utilisé sur le marché, on a vraiment réussi à établir des standards qui aujourd'hui sont utilisés dans plein d'autres publicités et on peut former justement des personnes dans la J7 Academy à ce sujet-là parce qu'on a réussi à être avant-gardiste sur certaines affaires. Et je pense que quand on travaille dans tous les métiers du design, même que ce soit la mode ou autre, Mmh. être précurseur quelque part, c'est toujours un avantage. Effectivement. Peut-être avant de te laisser filer, Antonia, quels seraient les conseils peut-être que tu donnerais aux gens qui nous écoutent et qui veulent bâtir, que ce soit une entreprise ou que ce soit une agence, un département créatif à l'interne? Parce qu'il y a peut-être des propriétaires de boutiques en ligne qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent bâtir ce département de création à l'interne. Quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Commencer par une petite équipe. Moi, je commencerais vraiment Mmh. par ça. Une petite équipe où on a vraiment la possibilité de les former pour que la communication, elle soit parfaite. Donc justement, parce que quand on va prendre, je sais pas, si on prend des personnes plus juniors, imaginons, quel que soit le type de métier, c'est des informations, la data, auxquelles ils auront jamais eu accès. Ils auront jamais été Oui. formés à ça. À l'école, on n'apprend pas ça. Donc ça va vraiment être commencer petit, faites-en mais des soldats incroyables et puis agrandissez votre armée. Ouais. Ça va être vraiment ça l'idée. Ah, c'est incroyable à quel point que l'éducation dans ce niveau évolue beaucoup. Antonia, toujours fascinant de parler avec toi. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent avoir peut-être les fondations pour bâtir une équipe de création, pourront sortir certains conseils, certaines idées de ce que tu nous as partagé. Le mot de la fin avant de te laisser filer? À la prochaine. Aussi simple que ça. Donc, ça veut dire qu'Antonia va revenir bientôt sur le podcast. Je sais que vous aimez ces épisodes. Donc, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialite.